Alors, bonjour à tous. Ayant le quorum, je déclare la Commission de l'aménagement du territoire ouverte. Alors, la Commission est réunie ce matin afin de procéder à l'étude du volet au niveau des crédits budgétaires métropole et crédits budgétaires du portefeuille affaires municipales et habitations. Pour l'exercice financier 2025-2026, une enveloppe de 1h30 est allouée à ces crédits. Est-ce qu'il y a des remplaçants, Madame la secrétaire? Oui, Monsieur le Président. Madame Blais, Abitibi-Ouest, est remplacée par Madame Boisverrois, Anjou-Louis-Riel. Madame Setlacoué, Mont-Royal-Outremont, par Madame Roti-Roti, Jeanne-Mance-Vigée. Et Madame Labrie-Sherbrooke, par Monsieur Marie-Salle Rosemont. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, nous débutons par des échanges de blocs, en débutant par l'opposition officielle, et je donne la parole à l'habitude de Jeanne-Mance-Vigée pour un temps de 17 minutes et 35. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour, Madame la ministre. Bonjour à votre cabinet, les gens qui vous accompagnent, à mes collègues du gouvernement et de le deuxième groupe de l'opposition. Alors, aujourd'hui, on va étudier les crédits de la métropole. Alors, bien content d'être ici. Et j'ai eu la chance de faire les crédits avec votre prédécesseur, Madame la ministre, qui avait autant de dossiers que vous. À l'époque, on l'appelait le super ministre. Alors, je vais vous appeler la super ministre aussi. Et on a eu la discussion, on a eu la chance de discuter de plusieurs dossiers. À l'époque, il y en avait un, entre autres, qui lui tenait à cœur. C'était tout le quartier latin et tout ça. Fait qu'on aura l'occasion de l'aborder. Mais avant tout, avec la recharge que vous avez, parce que vous avez quand même des dossiers extrêmement importants, le responsable de la métropole, comment vous voyez votre rôle comme responsable de la métropole? Est-ce que vous êtes un agent de liaison? Est-ce que c'est quoi? Comment vous voyez-vous votre rôle comme responsable de Montréal? Oui, merci. Je voudrais tout d'abord saluer le président, saluer les collègues, à la fois des oppositions et les collègues de la banquette gouvernementale. Merci d'être là. Saluer également tous les gens du secrétariat à la métropole et puis l'équipe du cabinet également. Tout le monde a travaillé très fort pour rassembler l'information qui est requise pour l'étude des crédits. Donc, un grand merci pour votre engagement et votre présence ce matin. Alors, comment je vois mon rôle? Tout d'abord, je me sens très privilégiée d'avoir ce dossier de la métropole. Vous savez, on s'est connus, Madame la députée, dans une vie antérieure, en tout cas une vie antérieure pour moi, alors que j'étais à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Donc, c'est sûr que la métropole, c'est un dossier qui m'interpelle beaucoup, particulièrement l'Est de la métropole. Alors, je vois mon rôle comme un rôle d'influence. C'est sûr que ce n'est pas une responsabilité qui vient avec un ministère, mais ayant d'autres responsabilités, comme par exemple celle de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être combiné, ce que je fais à l'économie, à l'innovation et à l'énergie, avec ce qui est de mes responsabilités en termes de métropole. Donc, voilà, je vois mon rôle comme un rôle d'influence. Je veux évoluer dans ce rôle-là en collégialité. Et c'est vraiment ce qui a caractérisé mes relations avec l'ensemble des collègues, parce qu'il faut voir que c'est une responsabilité qui mobilise beaucoup de gens à l'intérieur du gouvernement. Donc, on parle à la fois de la ministre responsable du transport, par exemple, de l'environnement, des affaires municipales. Ils sont nombreux. Donc, voilà, un rôle d'influence. Merci, Madame la ministre. Vous pouvez peut-être trouver drôle la question que je vous pose, mais ça me fait... c'est juste pour mieux comprendre, parce qu'en effet, c'est quand même un privilège d'être ministre responsable de la métropole, parce qu'on sait bien que quand la métropole fonctionne bien, le reste du Québec fonctionne bien aussi. Alors, c'était par rapport aussi au rôle d'influence. Je suis contente que vous dites ça. Puis, effectivement, je vous connais quand vous étiez PDG de la Chambre de commerce de l'Est. On a eu l'opportunité de travailler ensemble. Et je sais à quel point que l'Est de Montréal vous tient à cœur, mais aussi l'ensemble de la métropole. Alors ça, je suis très consciente de ça. Et j'avoue que j'étais même... contente de savoir que vous avez eu le dossier de la métropole, parce que je me disais, finalement, quelqu'un qui connaît la réalité et quelqu'un qui va être capable, justement, non seulement pour l'Est, mais pour l'ensemble de Montréal, être capable d'être une voix forte au sein du Conseil du ministre. Alors, en parlant avec vos collègues, parce que vous l'avez dit vous-même, il y a plusieurs dossiers, que ce soit... c'est un dossier transversal, parce que ça touche... que ce soit l'éducation, que ce soit les infrastructures, que ce soit les installations sportives.
ça vous touche indirectement tout ce qui est Montréal. Alors, c'est quoi vos liens que vous avez avec vos ministres? Est-ce qu'eux, ils ont le réflexe de venir vous voir quand il y a des dossiers qui sont retirés, mettons, du PQI, qui touchent la métropole, ou des écoles qui se font pas ou se sont retirées, mais dans la métropole? Est-ce qu'ils ont ce réflexe-là, ou est-ce que c'est vous qui voulez la flag pour dire, bien là, c'est encore Montréal qui est cap au détriment des autres? Merci. Merci, M. le Président. Donc, comme je disais, c'est un rôle qui se fait en collégialité, et c'est sûr que dans mes responsabilités, notamment au Conseil des ministres, il y a cette nécessité d'aborder et de défendre des dossiers propres à la métropole. Alors, je vous dirais que c'est souvent un aller-retour, ça se fait dans les deux sens. Parfois, c'est moi qui vais vers mes collègues qui ont un ou des dossiers en lien avec la métropole. Parfois, c'est eux qui viennent. Donc, il n'y a pas une seule recette, là, je dirais. Ça dépend de la dynamique avec chacun des collègues qui est interpellé. Mais assurément, moi, je mets un accent particulier sur tous les dossiers, par exemple, de nature économique. Ça, ça peut aller plus rapidement dans les circonstances. Faire en sorte, par exemple, que la métropole, et particulièrement l'Est de Montréal, s'inscrive dans les créneaux d'avenir, qu'on veille aussi à la décontamination des terrains. Ça, c'est un élément essentiel pour le développement de l'Est de Montréal. En ce qui a trait au transport en commun, c'est avec ma collègue, bien sûr, Geneviève Guilbeault. Et puis, le volet itinérance aussi, je suis en soutien à mon collègue Lionel Carman et la ministre responsable de l'Habitation. Ce sont là des porteurs de dossiers d'un grand intérêt pour la métropole, considérant la situation. Merci. Merci, Madame la ministre. Alors, vu que vous l'avez mentionné, l'Est de Montréal, et je sais que comme ancienne PDG de la Chambre de commerce de l'Est, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur plusieurs dossiers. On va aller dans la décontamination des sols dans l'Est de Montréal. Je vais vous parler de deux enveloppes distinctes, puis vous allez comprendre où ce que je veux m'en aller. La première, c'est l'entente de 100 millions qui date de 2019 pour la réhabilitation des sols. Et la deuxième enveloppe de 100 millions pour la création de la Société de mise en valeur des terrains de l'Est. Alors, concernant l'entente de 100 millions de 2019, qui arrivait en échéance le 31 mars 2024, alors il est déjà échu, le 10 mars 2023, la Ville a demandé au ministre de l'autorisation de prolonger la période de réalisation du projet jusqu'à le 31 mars 2027. Et c'est là que je m'en viens avec ma question, d'étendre la zone géographique au territoire de l'agglomération de Montréal. Alors là, si je comprends bien, c'est que les sommes ne restaient plus uniquement pour l'Est de Montréal. Avez-vous été au courant de cette demande-là? Juste un moment, s'il vous plaît. Oui. Le moment où OK. Alors oui, je consulte parce que ça a été fait à une période antérieure à mon arrivée. Donc, voilà, il y a eu des rencontres. Est-ce que... Madame la ministre, parce que c'est important pour Parfait. les suites des questions. Merci. OK. Je ne sais pas ton texto. OK. Pardon, on avait un petit problème de communication. Alors, voilà, il y avait un changement, effectivement, qui a été convenu et qui fait en sorte de reporter à 2027 la période pour laquelle ce fonds est utilisé. Donc, sur le changement territorial, bien, il faut voir qu'il fallait faire preuve d'agilité. Certains projets étaient pour de l'habitation, alors que c'était seulement des projets économiques auparavant. Donc, on était dans une période de crise en matière d'habitation. Donc, on a voulu se faire agile, on a voulu se faire montrer flexible. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu ce changement-là. Les règles les règles de la Ville étaient très serrées. Donc, il était difficile de financer les projets de décontamination au départ. Donc, c'est ce qui a amené le changement. Est-ce que vous pouvez me donner l'argent qui demeurait dans le fonds au moment que vous avez changé les critères? Ce ne sera pas long, un instant.
environ 60 millions de dollars avant le changement qui a été apporté au fonds. OK. Fait que si je comprends bien, Madame la ministre, vous dites que cet argent-là qui restait dans le fonds, qui n'était pas utilisé, on l'a pris puis on l'a mis ailleurs à cause de la crise de l'habitation? Si je comprends bien vos propos? En fait, c'est que les critères étaient très serrés. En matière de décontamination, ça devenait complexe de faire financer les projets de décontamination. On voyait du côté de l'habitation, puis je pense que le parti que vous représentez était d'accord avec le fait qu'il y avait des enjeux importants du côté de l'habitation. Donc, on a voulu dédier une partie des sommes aux enjeux de société qui étaient caractéristiques là, de la situation à Montréal. Et bon, c'est en dehors de la décontamination ou du développement économique, mais ça reste que c'est une infrastructure incontournable, celle de l'habitation. Donc, ça nous permettait de rejoindre cet objectif-là. Oui. Loin de nous de dire que l'habitation n'est pas important. On connaît la crise qu'on a présentement sur l'habitation. Par contre, cette entente-là, cet argent-là, demeure pour moi que ça n'a pas été l'argent qui a été investi ou utilisé pour l'Est de Montréal, qui était l'objectif initial de l'entente. Deux projets qui sont... Il faut voir quand même que la très grande majorité des projets se sont déroulés dans l'Est de Montréal. Il n'y a que 2 projets là, qui ont été soutenus, qui ne sont pas dans l'Est de Montréal. Donc, il faut quand même voir que l'Est de Montréal a été le grand bénéficiaire de cette mesure-là. Il y en a un qui est dans Ville-Marie. Alors voilà, donc c'est pas nécessairement dissocié de l'Est de Montréal le fait qu'on ait ouvert pour 2 projets qui ne sont pas dans l'Est de Montréal. Mais c'était pour des raisons quand même d'importance en termes de priorité gouvernementale. Parfait. Vous avez dit 2 projets, Madame la ministre. Vous avez dit un, Ville-Marie. L'autre, ça serait où? Et toujours dans l'habitation, là, on s'entend? Est-ce que c'est bien dans l'habitation? Le dossier, et ça concerne quoi? OK. Donc, celui dans Ville-Marie, ça concernait l'habitation, et l'autre, le second, c'était dans La Salle, et c'était pour de la décontamination. Alors, est-ce que les sommes qui restaient dans le budget, est-ce qu'ils ont été dépensées à l'entièreté, ou est-ce qu'il reste encore l'argent dans cette enveloppe-là? Est-ce que je pourrais vous demander l'autorisation que le représentant du ministère puisse prendre la parole sur cette question? Oui. Merci. Alors, ça prend le consentement de la table. Consentement? Oui, alors, monsieur, veuillez vous présenter par votre nom et titre. Alexandre Vézina, sous-ministre adjoint au ministère de l'Économie. Donc, il y a 56 millions de projets qui sont en évaluation à la Ville de Montréal. C'est la Ville de Montréal qui gère cette enveloppe. 56 millions, c'est des projets qui sont en évaluation. Avec ce 56 millions-là en évaluation, la quasi-totalité de l'enveloppe serait engagée. OK. Ma question initiale, Madame la ministre, avec tout respect, c'était l'enveloppe de 100 millions. Il y a eu l'entente, c'était que ces 100 millions-là soient investis pour la décontamination des sols de l'Est de Montréal. Là, on est allé dans l'entente, on a changé les critères pour que ça soit utilisé pour autre fin que l'Est de Montréal. Vous me dites qu'il y a à peu près une 50 000 à peu près, 53 000, qui restaient dans l'enveloppe. Ça a servi à 2 projets, un à Ville-Marie et à La Salle, pour des fins habitation. Puis là, votre sous-ministre nous dit qu'il y a 56 projets en évaluation, 56 millions de projets en évaluation. C'est quoi le lien entre les deux? Je ne comprends pas. L'enveloppe est de 100 millions. Oui. 14 millions, la Ville a fait 14 millions d'intérêts avec l'enveloppe depuis 2019. Oui. Donc, une enveloppe totale de 114 millions. Oui. Il y a 107 millions qui sont soit dépensés dans des projets qui ont été décontaminés. Il y a 15 projets sur la table. Il y a 49 millions qui sont soit engagés ou payés, donc c'est des projets qui sont en cours. Il reste donc 57 millions sur des projets qui sont en évaluation à la Ville de Montréal. On arrive au total de l'enveloppe avec ça. Parfait. Alors, dans les 57 qui sont en évaluation à la Ville de Montréal, on s'entend, c'est sur tout le territoire de la métropole? Sur les 15 projets, soit engagés ou soit en évaluation, il y en a seulement 2 qui sont à l'extérieur de la zone initiale de l'Est de Montréal.
Fait que sur 57 qui sont en évaluation, vous dites qu'il y en a 2 uniquement qui sont à l'extérieur de la zone de l'Est. Parfait. Là, on commence à se comprendre. Et dans les 107 millions de dollars qui ont été investis dans les projets, est-ce que ça, c'est uniquement dans l'Est de Montréal? Sur le 107, il y en a 2 qui sont à l'extérieur du territoire initial de l'Est de Montréal. OK. Puis les 2 projets qui sont à l'extérieur, c'est à quelle hauteur? C'est des projets de quel montant? Je n'ai pas le détail de chaque... Est-ce que vous pouvez les déposer quand vous l'avez à la commission? Oui, parfait. Oui. Alors, vous veuillez utiliser le greffier pour les dépôts. Il reste 2 minutes. Oui. Est-ce que vous avez une idée de combien on estime les besoins pour la décontamination, excuse-moi, des sols dans l'Est de Montréal? Avez-vous une dernière évaluation qui a été faite à cet effet-là? On n'a pas d'évaluation exhaustive. Vous savez qu'on a créé la société pour la mise en valeur des terrains de l'Est de Montréal, SMTEM, qui est doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars. Combien, Madame la ministre? Excuse-moi, je n'ai pas compris. SMTEM. Donc, on a créé la Société de mise en valeur des terrains de l'Est de Montréal, SMTEM, donc, qui va contribuer notamment à la décontamination des terrains de l'Est. Il y a l'autre enveloppe qui est gérée par la Ville de Montréal, dont les critères ont été très serrés. Hein? En fait, ils ont été changés 3 fois. Donc, c'est dommage parce qu'on a probablement perdu un peu de temps à décontaminer des terrains parce que les critères étaient trop serrés. Et ayant été modifiés 3 fois, bon, ça a compliqué la chose. Mais on n'a pas d'évaluation exhaustive de la valeur de la décontamination parce qu'il faut faire de la caractérisation des terrains hein, quand on s'engage dans de la décontamination. Ça requiert des études très précises, du carottage. C'est des démarches, c'est des coûts. Alors, voilà, il n'y a pas cet exercice-là qui a été fait pour tout l'Est de Montréal. Et Dieu sait qu'il y en a quand même une certaine quantité là, de terrains contaminés dans ce territoire. Donc, on n'a pas la valeur exhaustive. Là. Je vais revenir. Oui, j'ai enfin, quelques secondes. On va rajouter 54 secondes sur le temps prochain. Nous allons maintenant du côté du deuxième groupe d'opposition et j'entends le député de Rosemont. Merci, M. le Président. Bonjour aux collègues. Bonjour, Mme la ministre, et à votre équipe, qu'on voit une fois par année, finalement. C'est toujours un plaisir. On s'est parlé quand même au téléphone. C'est vrai, c'est vrai. On se parle généralement aussi. Oui, dans mon ancien métier, ce qui revenait à chaque année, on appelait ça des marronniers. L'Est de Montréal, ça serait une marronneraie, parce que ça revient tout le temps, à chaque année. À chaque année, on repose les mêmes questions. Ma collègue vient de toucher les terres à décontaminer, les terrains à décontaminer. Moi, je vais vous poser la première question, évidemment, sur le transport structurant dans l'Est de Montréal. On est où, puis quelles sont vos attentes et vos échéanciers? Puis je vais vous demander de faire ça quand même relativement rapidement parce que je n'ai que 18 minutes pour couvrir l'entièreté de l'île de Montréal. Mm-hmm. Donc, c'est un dossier qui est d'importance. C'est un dossier que je qualifie de priorité dans le cadre de mon rôle en lien avec la métropole. Donc, il y a plusieurs axes sur lesquels on travaille. Il y a notamment l'axe P9, dont on sait qu'il y a le prolongement à l'heure actuelle vers la rue Notre-Dame, qui est en cours et qui est un prolongement intéressant qui va nous permettre d'encore mieux connecter l'Est de Montréal à la fois du nord jusqu'au sud. On a également le prolongement de la ligne bleue qui va permettre d'ajouter plusieurs stations et on commence à voir déjà l'impact de ces plans de développement de nouvelles stations sur notamment le secteur immobilier, sur la revitalisation des zones entourant là où il y a les lieux où il y aura des nouvelles stations. Et on va décloisonner aussi un certain nombre de quartiers. Et puis, il y a également le 5 mars dernier, on a fait l'annonce pour le PSE, comme quoi ce sera le premier projet qui sera confié à la nouvelle agence Mobilité Infra Québec.
aussitôt qu'elle sera mise sur pied. Et d'ici la mise sur pied de cette agence, bien, on aura en fait la RTM qui va prendre le relais. Et il y a une somme en fait de 10 millions de dollars qui a été réservée justement pour couvrir les dépenses de la RTM pour qu'elle puisse réaliser les prochaines étapes nécessaires à la réalisation du projet structurant de l'Est jusqu'à ce que le MIC puisse prendre le relais. Donc ça, c'est, je vous dirais, pour les grands travaux d'infrastructure. Donc pour les échéances, là, pour la ligne du temps, vous voyez ça quand? En ce qui a trait au projet structurant de l'Est, est-ce qu'on a la date? C'est 2035? L'échéance est prévue pour 2035. Donc, pour le projet structurant de l'Est, pour ce qui est des prochaines lignes de métro, on est davantage sur... Ligne bleue, c'est 2031. C'est ça, 2031. Et pour ce qui est du prolongement de P9, c'est déjà en cours, donc c'est, je dirais, à relativement brève échéance. OK. Je vous confirme que c'est vraiment en cours, P9. C'est un gros chantier. Comme quoi, ça bouge. Je me suis fait prendre là-dedans l'autre fois. C'est un méandre. mais au moins, ça bouge, puis on va rendre le SRB jusqu'en bas. C'est une bonne exact. affaire. C'est une bonne chose et je le souligne. Quand j'étais à la Chambre de commerce de l'Est, on en parlait. Ça n'existait pas. Alors, et un coup de des fois, c'est lent, les changements. Coup de chapeau à mon collègue de Schlager-Maisonneuve qui a quand même porté ça aussi. Ouais. Puis tant mieux si on est capable de le faire. Tous s'y sont mis. C'est une bonne chose. Il y a une autre affaire qui marche pas mal moins bien, par contre, c'est le REM. Êtes-vous satisfaite, là, vous, du REM? Parce que moi, tous les jours, 3 fois par jour, j'ai des alertes qui me disent que le REM est en panne, que les gens sont fâchés, qui veulent le retour des autobus. Alors, ma question est très simple. Là. Vous, comme ministre responsable de Montréal, là, ça devait être une signature, Montréal, là, cette affaire-là. Là. Êtes-vous satisfaite? Bien, écoutez, je pense qu'on va s'entendre à l'effet que les usagers méritent mieux en termes de fiabilité. Ça a été trop fréquent, les arrêts, les suspensions de services. Mais moi, j'ai confiance que CDPQ Infra a tout ce dont elle a besoin, fait tout ce qu'elle peut pour améliorer la situation. La Caisse travaille aussi sur la suite du REM, parce que là, on a quelques stations, je pense que c'est 5. On va y avoir les stations subséquentes qui vont s'ajouter. La phase 2, en fait, segment ouest de l'île et Deux-Montagnes, devrait être livrée à l'automne 2025. Donc là, on est très proche de l'échéancier. Vous allez pouvoir aller tester ce que ça donne dans les faits. Puis la phase 3, segment aéroport, lui, est prévu d'être livré en 2027. Donc, c'est intéressant quand même que ce soit phasé parce que ça permet aux utilisateurs de déjà commencer à profiter des nouveaux services. Mais ma collègue fait un gros travail. Ma collègue, Mme Guilbeault, fait un travail de coordination de grande importance là, pour faire en sorte que à la fois le REM, la CDPQ Infra et la RTM puissent se coordonner pour bien faire évoluer ce projet-là. Mais il faut mettre vraiment le citoyen au cœur de nos priorités. Et justement, êtes-vous intervenu, vous, personnellement, comme ministre de la Métropole? Parce que c'est un peu gênant, on va se le dire. Là. Puis c'était pas supposé être ça. Puis c'est dommage parce qu'on l'a quand même construit. Puis c'est bien que le nouveau pont, tout ça, mais c'est lourd. Est-ce que vous êtes intervenu? Bien, en fait, moi, j'en ai discuté avec ma collègue des transports à quelques occasions, mais à la base, je suis fière de ce qu'on a développé. Il faut voir que c'est franchement un ajout de grande importance sur la mobilité au sein de la métropole. Et voilà, je pense que les gens considèrent que c'est un pas en avant. C'est sûr qu'au niveau de la fiabilité, il y a des enjeux. Et puis ça concerne aussi des collègues de la Rive-Sud. Donc, c'est un sujet qu'on a abordé également dans le caucus Montérégie. Mais voilà, je pense que la coordination, quand même, est là. Et je suis le dossier de très près. Puis j'ai confiance que CDPQ va pouvoir améliorer la situation. Je pense qu'ils en ont fait un engagement également d'importance. OK. D'un transport collectif à un autre, le métro. Vous avez vu les nouvelles, je pense que c'était hier, qu'il y a la moitié des stations qui sont en mauvais état. C'est pour l'usager du métro que je suis, c'est pas une grande surprise, je vous dirais. C'est une grande déception, mais c'est pas une grande surprise. Il y a des demandes quand même qui vous sont faites là, pour du maintien d'actifs à hauteur de, combien on a dit, 485 millions. De la part de la Société de transport de Montréal, sans une bonification de 585 millions de dollars sur 3 ans. On aura davantage de ralentissements, davantage de problèmes. C'est quoi le plan? Pardon, c'est quoi le plan? Parce que là, ces stations-là sont en très mauvais état. On a dû en fermer, d'ailleurs, plusieurs.
Il y en a même qui a été fermée Saint-Michel en catastrophe parce qu'elle était apparemment dangereuse. La Société de transport de Montréal là, a besoin d'un financement de 585 millions sur 3 ans. Est-ce que c'est dans vos cartons, ça, dans vos projets? Alors, je vous dirais qu'on a été amplement au rendez-vous en matière d'investissement dans les transports collectifs. On a investi, en fait, des sommes records là, en transport collectif. Le PQI 25-35, c'est une augmentation importante, une augmentation de 25 pour le maintien d'actifs dans le domaine du transport. Donc, ça démontre vraiment notre volonté d'investir davantage dans ce secteur-là. C'est sûr que le ministère MTMD est en communication là, avec la STM pour justement confirmer là, comment les sommes seront appliquées, comment les sommes vont être dépensées. Et assurément, bon, les stations qui sont en trop mauvais état au sein des lignes de métro vont faire l'objet d'attention importante. La STM aussi, à chaque année, fait l'objet des principaux investissements. C'est le principal bénéficiaire de nos investissements. Donc, il faut voir que la pandémie est venue changer un peu la donne. Hein. Un peu, et je dis un peu, c'est plus beaucoup. Historiquement, là, le transport collectif, c'était financé à part égale entre Québec, les municipalités, puis le fédéral. Puis la pandémie est venue vraiment débalancer ça, déséquilibrer ça, ce qui fait que les contributions du gouvernement du Québec ont augmenté de 68 comparativement à celles de l'agglomération de Montréal, qui, elle, a augmenté de 28 Donc, quand je vous dis qu'on était plus qu'au rendez-vous, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, voilà, le gouvernement, depuis le début de la pandémie, a accordé près de 2,7 milliards à la RTM. En aide financière d'urgence. Donc, c'est des sommes considérables. Il y a notamment eu le programme d'aide d'urgence au transport collectif qui a été financé à hauteur de 1,4 milliard. On a 323 millions au budget 23-24, 238 au budget à la mise à jour économique de 23, puis 800 millions à la mise à jour économique de 24. Des investissements de 7,1 milliards sont prévus pour le PQI 2025-2035. Donc, des sommes très importantes. C'est sûr que les besoins sont importants aussi. Le maintien d'actifs n'était pas à la hauteur dans les années précédentes. Donc, je vous dirais que comme sur bien des dossiers d'actifs, on est en mode accélération pour essayer de rattraper le sous-investissement qui prévalait avant. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, Madame la ministre. Vous dites de l'accélération, mais tout ce qu'on entend de la part du gouvernement, c'est qu'un coup de frein sur les dépenses partout. On l'a vu notamment là, avec le psychodrame d'Achamer, à quel point c'est compliqué d'aller chercher 85 millions. Là, puis je pense que vous n'échappez pas certainement aux demandes budgétaires du gouvernement. Vous allez pouvoir maintenir la cadence d'accélération des investissements, 1. Puis 2, où est-ce qu'on vous a demandé de freiner les dépenses? En fait, ce qui est demandé, c'est de respecter les budgets. C'est ça qui est demandé. Et nous, de notre côté, on a augmenté considérablement les budgets ces dernières années dans le domaine du transport. Comme je vous disais, notre contribution a augmenté de 68 si on la compare à celle de la ville, de l'agglomération de Montréal. Donc, voilà, on a eu des augmentations importantes du fait qu'il y avait un déficit de maintien des actifs dans les années antérieures. Et on travaille actuellement là, dans le métro, dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, une autre infrastructure qui manquait d'amour et d'attention. Donc, il y a beaucoup à faire. C'est sûr que, par ailleurs, on a quand même fait du développement de nouvelles lignes, je vous dirais. Et là, je réfère aux navettes fluviales, notamment, où il y a eu 6 lignes qui ont été développées puis qui vont être de retour en 2025. Donc, ça ne nous empêche pas d'élargir l'offre, de diversifier l'offre également. C'est important pour répondre à tout type de clients et Je vais poser ma question autrement, Madame la ministre, si vous voulez. Je suis désolé de vous interrompre, parce que vous savez que le temps est incompressible et que j'en ai pas tant. Est-ce qu'il y a des choses que vous deviez annoncer, des projets que vous deviez annoncer dans la prochaine année qu'on vous a demandé de mettre de côté, en collaboration avec vos collègues, puisque vous n'avez pas prenez-le pas mal, vous n'avez pas un vrai ministère, là, donc vous n'avez pas de budget. Je ne le dis pas de façon péjorative, là, c'est purement technique. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez auxquelles vous avez dû renoncer? Il n'y a pas de choses qu'on m'a demandé, moi, personnellement. Ce que j'ai constaté, par ailleurs, c'est que, par exemple, pour l'avenue Souligny, il n'y avait pas d'entente avec la Ville de Montréal.
sur le tracé que ça devait prendre. Il y a eu plusieurs tentatives et puis, bien, voyant l'incapacité d'en convenir, eh bien, finalement, on a décidé de ne pas aller de l'avant à courte échéance, faute de tracé convenu. Mais à moi, on ne m'a pas fait de demande de la sorte. Souligny, c'est mort et enterré ou vous venez de dire pour le moment? Non? Non, c'est qu'il faut convenir d'un tracé. Dans la mesure où il n'y a pas de tracé qui est convenu, on ne peut pas aller de l'avant à courte échéance. Mais ça ne veut pas dire que c'est mort et enterré, c'est qu'à courte échéance, la Ville n'est pas prête. Alors, on attend leur projet et à partir de là, on pourra travailler. OK, on avance bien. Stade olympique, on me dit que nous sommes sur les budgets et dans les temps. Sommes-nous toujours dans ce scénario? Tellement, oui. Très, très contente parce que c'est une infrastructure qui est développée en mode collaboratif. Et puis, on a 25 du 870 millions qui est dépensé. Et puis, on est non seulement sur le budget, mais on est également sur l'échéancier. Donc, très contente de ça. Alors, on va maintenir le cap. OK. Avant que je l'oublie, comme si je pouvais l'oublier, Hachamer. J'ai failli oublier Hachamer. La nuit a été courte, si c'est le cas. Je dois être fatigué. Moi, ce qui me dérange, puis vous m'avez entendu en question ce matin, là, j'imagine, c'est pas pour m'auto-citer, là, mais c'est qu'il n'y a pas de budget. Je suis retourné voir tout ce que votre collègue ministre a annoncé en santé. Là. Quand il y a des vrais projets qui fonctionnent puis qui avancent, là, il y a un budget qui est dit dès le jour 1. C'était le cas à l'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est le cas au CHUC, ici à Québec. Vaudreuil, il y a eu le montant précis dès le jour 1. C'est pareil à Santa-Cabrini pour les 2 salles d'op dans Massirco. Là, il n'y a pas de chiffre. C'est compliqué pour moi et pour les gens à qui je parle là, de penser que c'est un vrai projet, que c'est pas juste, que vous n'avez pas juste pelleté par en avant cette affaire-là. En disant, on va envoyer des pépines, là, on va construire le stationnement, ça va calmer tout le monde. Mais après ça, il n'y a aucune garantie parce que le budget n'est pas fait. C'est pas comme ça qu'on fonctionne d'habitude au gouvernement. Là. C'est pas comme ça qu'on fonctionne au gouvernement. On dit dès le jour 1, ça va coûter grosso modo ça. Comment ça qu'on n'est pas capable d'avoir un chiffre? Comment ça qu'on vous n'êtes pas capable, après le psychodrame, là, de rassurer la population, puis le personnel, puis les patients? Parce qu'un matin, là, personne crie victoire, là. Personne célèbre là, à Montréal. Là. Tout le monde a un doute. Avec raison. Pourquoi on n'a pas le chiffre? Moi, je pense qu'au-delà du chiffre, ce qui est le plus important de communiquer à la population, et puis ce qui est le plus important comme type d'engagement, c'est de dire qu'on va aller de l'avant avec l'entièreté du nouvel hôpital HMR. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus crucial. Parce que le chiffre, on s'imagine qu'il va varier un peu au fil du temps puis au fil des estimés, mais le fait qu'on va de l'avant entièrement avec ce projet de nouvel hôpital, ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus comprenez mon problème avec ça. Central. En 2023, j'étais à l'annonce avec votre collègue ministre. Là. Il a annoncé que c'était la bonne, là, que cette fois-ci, ça partait puis qu'on allait ouvrir là, en 29-30. En passant, on a perdu 5 ans. On a perdu 5 ans avec un hôpital qui n'est vraiment pas en état pour toffer 50 plus. Là. On va avoir un autre problème avec ça. En 2023, le ministre s'était quand même avancé en disant la coquille de l'hôpital, donc la structure, ça va être 2 milliards. Il nous a dit après, au mois de mars dernier, je me suis bien trop avancé, je n'avais pas les bons chiffres. Là, qu'est-ce qui me permet de croire, moi, maintenant, en tout respect, Mme la ministre, que vous avez les bons chiffres et que ça va être au rendez-vous? C'est notre engagement, à l'effet, d'aller de l'avant sur l'entièreté du projet et on s'y met dès les prochaines semaines. C'est une solution qui va nous permettre, en fait, celle qu'on a mis de l'avant, d'aller de l'avant avec les travaux préparatoires d'HMR dès cette année, comme prévu, puis de poursuivre aussi la planification d'une trentaine de projets aussi à travers les différentes régions du Québec, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, donc on débute avec le stationnement. Bon, on sait qu'il y a certains qui se demandent pourquoi le stationnement. Le stationnement, c'est que c'est ce qui va permettre de démarrer le projet dans son ensemble. C'est bien sûr pas un stationnement qui est recherché à travers cette démarche-là, c'est l'espace occupé par le stationnement qui va servir à héberger le nouvel hôpital. Donc, c'est une étape critique. Et on suit le plan de construction comme prévu. Ce serait effectivement gênant d'oublier les autres projets en région devant notre président, considérant son hôpital à Drummondville. Et puis, je leur souhaite que ça avance aussi de ce côté-là, parce que ces gens de Drummondville souffrent. Cet hôpital-là est dans un état au moins aussi pire que celui de Maisonneuve-Rosemont.
Puis d'ailleurs, ça va faire les manchettes, j'imagine, et je ne le souhaite pas, mais les écoles. Il y a beaucoup de projets d'écoles à Montréal qui ont été freinés, bloqués. Dans Laurier-Dorion, l'Académie Roberval, ça fait 7 ans que ça ne bouge pas du tout. Les élèves ont été transférés dans une autre polyvalente. Il y en a évidemment dans Griffintown. On attend toujours une école dans Griffintown. Il y a le projet de Face aussi qui fait la manchette. Puis la fameuse école de l'Île des Sœurs. Quand je vous parlais de marronnier, j'en ai parlé avec vos 2 prédécesseurs au cours des 6 dernières années. Puis je repose la question. Qu'est-ce qui se passe avec ces écoles-là? Bon, alors, dans le contexte actuel, c'est sûr qu'on... Il n'y a plus de temps. Alors, je dois couper, malheureusement. Nous allons du côté de la députée de Terrebonne pour 5 minutes 48. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. Bon, vous le savez, on constate une hausse fulgurante de la violence dans le métro de Montréal, baisse de sentiment de sécurité aussi de la part des usagers. Plus de 50 des usagers disaient dans un récent sondage qu'ils ne se sentaient pas en sécurité d'utiliser le métro à Montréal. La STM a sonné l'alarme en février sur la dégradation rapide de la situation. Et j'aimerais vous répéter 2 propositions du Parti québécois par rapport à la cohabitation dans le métro et voir ce que vous en pensez. La première, c'était remettre sur pied l'équipe de concertation communautaire du SPVM, dont vous avez aboli le financement l'année dernière. Est-ce que vous vous engagez à la remettre sur pied? Oui, merci, M. le Président. Mes salutations à la députée de Terrebonne. C'est sûr que la sécurité publique, c'est un enjeu de grande importance pour nous. On est très sensible, en fait, à la situation des personnes les plus vulnérables. Puis, on le sait, là, ce qui se passe dans le métro, ça a pris en termes d'ampleur et puis ça nous préoccupe. Il faut s'y attarder. Il faut s'y investir. Bon, la STM a ajouté, par exemple, de la sécurité dans 10 stations de métro, 10 stations parmi les plus problématiques. Ça, c'est important. Les gens ont besoin de ce sentiment de sécurité. Il faut qu'on leur donne ce sentiment de sécurité quand ils circulent à travers le métro. C'est sûr que la Ville doit travailler pour la sécurité et on l'épaule en ce sens-là. Puis pour ce qui est du financement, le plus précisément, de l'équipe de concertation communautaire, bien, il s'agit d'un financement ponctuel et puis qui est temporaire, à hauteur de 7,4 millions de dollars sur 3 ans. C'est un financement qui a été accordé en 2020-21, 2020-22 et qui a pris fin donc le 31 mars 2024. On n'a pas eu de demande de renouvellement. Il n'y a pas eu de demande à cet effet-là. Alors, on laisse la Ville, dans le fond, gérer les budgets qui lui sont octroyés. C'est étonnant parce que nous, sur le terrain, ce qu'on nous dit, c'est justement pourquoi ce programme a-t-il été coupé? Ça fonctionnait bien, ces équipes de concertation. Donc, qui devait faire la demande pour renouveler ce financement-là? Écoutez, le SPVM est bien au fait qu'il s'agissait d'un financement qui était ponctuel. Et donc, le MSP, le ministère de la Sécurité publique, en octroie aussi du financement à travers divers corps de police. Maintenant, il n'y a pas eu de demande officielle pour le renouvellement. Donc, plus de présence dans 10 stations. Quelles sont les autres mesures qui ont été mises en place pour pallier, dans le fond, à la fin de ce financement-là? Parce que là, on le voit, là, la situation dégénère. La hausse est fulgurante. Donc, si on retire là, ces équipes-là, comment on les remplace? Qu'est-ce qu'on fait dans les médias pour que ça arrête d'augmenter comme ça? Bien, on collabore. Nous, on collabore beaucoup avec la Ville de Montréal, le SPVM, la STM, puis ça, c'est à plusieurs niveaux. Par exemple, on a mis en place une cellule de crise. Une cellule de crise pour la situation, particulièrement dans le village, parce que dans ce secteur-là, il y avait des enjeux très importants. Donc, l'enjeu est évidemment plus complexe qu'il ne l'était. On y travaille. Il y a la lutte à l'itinérance qui vient faire partie de cet enjeu-là. Il y a la santé mentale, il y a la sécurité publique. Donc, c'est vraiment très complexe et dense, mais on travaille sur l'ensemble de ces enjeux-là et on a une cellule de crise donc, qui a été mise en place. Là. Merci. Deuxième proposition qu'on avait faite au Parti québécois par rapport à ça, bonifier l'équipe métro d'intervention et de concertation du SPVM, justement. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été posées en ce sens-là? Est-ce que cette équipe-là va être bonifiée? On voulait ajouter, en fait, des travailleurs sociaux du CIUS dans ces équipes-là. C'est la recommandation qui avait été faite. Est-ce que les choses avancent en ce sens-là? Juste un moment, s'il vous plaît. Donc, ce serait mon collègue à la sécurité publique qui sera en mesure de vous détailler le type de discussion, de travail qui se fait.
par rapport à ce que vous avancez. Puis j'aimerais revenir sur le point du SPVM. On a travaillé également à aider le recrutement de nouveaux policiers, des nouveaux policiers en service. On en a 140 qui sont maintenant en service. Ça, c'est le chiffre Dans net. les stations? C'est partout sur le territoire, là, c'est le SPVM, mais ça, c'est le chiffre net. Donc, ça tient compte aussi de ceux qui sont partis à la retraite. Donc, voilà, c'est quand même une avancée importante pour la sécurité dans la métropole. J'aimerais revenir sur HMR parce que, bon, le ministre de la Santé a annoncé le financement du stationnement, le financement des années subséquentes. Ce matin, pourtant, le gouvernement a refusé notre motion pour avoir un nouveau PQI qui reflète ces nouvelles informations-là, cette prise de décision-là. Ce matin, en entrevue, le PDG du CIUS a dit que ça s'élèverait à 5 milliards de dollars, les coûts pour le projet HMR. Est-ce que c'est un montant que vous pouvez confirmer? C'est le HMR avec qui il faut travailler, qui va travailler avec le ministère de la Santé pour préciser le montant. Je pense que c'est une balise qu'on avait entendue antérieurement. Maintenant, il faut que les analyses soient faites de manière plus détaillée. C'est le ministère de la Santé qui pourra... Parce qu'on le dit largement qu'il faut avoir le montant pour pouvoir affirmer qu'on va de l'avant avec les travaux. Là, on a un PDG du CIUS qui dit que ça va être 5 milliards. Donc, j'imagine que c'est un chiffre qui n'a pas sorti de son chapeau. J'imagine que de votre côté, gouvernement, vous avez ces chiffres-là aussi. Donc, 5 milliards, ça se rapproche de la réalité. Bien, je pense que le PDG l'a évoqué en termes d'approximation. Pour avoir écouté son entrevue, ce n'était pas affirmatif et définitif, ça disait autour d'eux. Il disait que c'était un chiffre qui avait circulé antérieurement, et puis voilà. Donc. Merci beaucoup. Alors, nous retournons maintenant du côté de l'opposition officielle avec la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Merci. Merci, M. le Président. Alors, Madame la ministre, je vais vous garder un petit peu dans l'Est avant qu'on s'en va vers le sud-ouest. Alors, juste pour finir l'intervention pour l'Est de Montréal, sur l'entente, je parlais de 2 enveloppes de 100 millions, puis vous l'avez abordé vers la fin de notre intervention. Le 100 millions qui était pour la création de la Société de mise en valeur des terrains de l'Est, dans l'Est. C'était par l'entremise d'Investissement Québec. Alors, le projet visait l'acquisition, la mise en valeur de la gestion des terrains industriels et d'actifs connexes dans le secteur de l'Est, et que votre prédécesseur, d'ailleurs, a fait l'annonce en novembre 2023. La gestion de la société est organisée par Fonds d'action. Est-ce que la ministre a donné des critères pour gérer l'acquisition de ces terrains-là? Et comment ça se passe avec la location des sommes? Comment que l'argent est dispersé? Donc, c'est sûr qu'avec la création de cette société-là de mise en valeur des terrains de l'Est de Montréal, on vient se doter d'un outil important pour procéder à la décontamination. On a vu qu'il y avait des enjeux là, en travaillant avec la Ville au niveau de l'accès au fonds. Ça s'avérait plutôt difficile du fait des critères qui étaient très serrés. Donc, là, avec la société, on se permet d'acquérir puis de mettre en valeur puis de disposer également des terrains industriels dans l'Est de Montréal. Et Dieu sait qu'ils sont vastes, ces terrains-là, puis qu'ils ont bloqué le développement de l'Est de Montréal depuis des décennies. Donc, avec la création de cette société-là, on vient changer la donne. On change de paradigme. On travaille sur différents fronts au niveau de la négociation pour les terrains, également l'acquisition de terrains et la réalisation des travaux de décontamination. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a souvent des longs travaux d'évaluation du niveau de contamination, du type de décontamination qui sont à effectuer. Les sommes réservées, donc, sont de 100 millions. Et on travaille ça avec Fonds d'action. Donc, c'est un partenaire de confiance qui est un partenaire, en fait, idéal dans le contexte que l'on connaît et sur qui on peut déjà compter comme allié. Et voilà, donc on peut avoir une équipe de Fonds d'action qui se consacre aux transactions immobilières et qui connaît également très bien le terrain puis la dynamique régionale de l'Est de Montréal. Bref, les conditions sont là pour qu'on puisse avancer. Oui, non, je comprends. Vous faites entièrement confiance à Fonds d'action pour gérer les terrains, mais ma question, c'était plutôt, vu que dans le premier 100 millions, il y avait quand même des critères, puis vous l'avez dit vous-même, qui ont été changés 3 fois plutôt qu'une parce que c'était des critères sévères dans certains cas. Dans ce cas-ci, est-ce que vous avez émis des critères ou est-ce que c'est
vous faites entièrement confiance à Fonds d'Action pour l'acquisition des terrains parce que c'est eux qui ont cette expertise-là, sans aucune balise? Pour l'instant, d'une part, il y a eu une somme quand même pas très élevée là, qui a été déboursée. C'est seulement 5 5 à savoir 5 millions de dollars qui sont décaissés pour la revue diligente. Les critères, pour l'instant, ne sont pas là parce qu'on n'est pas à ce stade d'avancée des travaux. Donc, on en est plus à la phase, comme je disais, de négociation, d'analyse, et on n'a pas à la phase où là, il faut aller de l'avant pour décaisser les sommes en matière de décontamination à proprement parler. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de critères. Très bien. Il n'y a pas de fonds encore d'engagés. Alors, vous ne voyez pas de mettre en place un mécanisme de reddition de compte? Ou vous laissez... C'est sûr qu'il va y avoir de la reddition de compte. Quand on va être plus avancé dans la planification, les travaux à opérer, on va se doter des critères en bonne et due forme et d'un processus de reddition de compte. Ça va de soi. Et voilà, mais on n'est pas rendu à ce niveau-là. Il y a des négociations qui sont en cours. Il y a par ailleurs des accords de non-divulgation de données confidentielles qui ont été signés. Donc, c'est sûr que faut faire attention aussi à ce que l'on communique verbalement. Je comprends ce que vous dites, Madame la ministre, mais c'est quand même des fonds qui ont été alloués. Ça fait déjà 2 ans. Là, vous dites que vous êtes encore en négociation. Négociation de quoi? Vous dites qu'on n'a pas encore établi les critères et encore moins la reddition de compte parce que la reddition de compte se fait basée sur les critères qui vont être donnés. Alors, pouvez-vous nous dire où est-ce qu'il en est, le dossier? Oui, donc les négociations qui sont en cours, c'est pour l'achat de terrain. Donc, ça prend un certain temps, c'est sûr. C'est des terrains très, très vastes qui vont complètement transformer le développement de l'Est de Montréal dans ce secteur-là. Alors, je pense que la période d'attente mérite d'être traversée parce que ça va être transformationnel. Et je vous dirais que c'était un souhait de très longue date que l'utilisation à des fins utiles de ces terrains-là, qu'on en vienne à ce stade-là. On est en voie de l'atteindre, mais il y a des négociations qui se poursuivent. Puis, comment vous supervisez le processus d'achat ou la réalisation des études pour les travaux de décontamination de la part de Fonds d'Action, ou vous lui donnez carte blanche? Puis, ils font comme ils veulent, de la façon qu'ils veulent? Non, on est partie prenante du travail qui est fait. C'est en collaboration avec Fonds d'Action, puis c'est ma collègue France-Hélène Duranceau à l'habitation qui supervise plus directement tout ce qui se fait en lien avec la Société de mise en valeur des terrains de l'Est de Montréal. Donc, voilà, c'est sûr qu'on est aux aguets et on est partie prenante des travaux qui s'y déroulent. On n'a pas, je dirais, sous-contracté à Fonds d'Action en disant revenez-nous lorsque ce sera réglé. Au contraire, on s'est associé en étroit partenariat avec Fonds d'Action pour faire en sorte de déployer tout ce qu'il faut mettre de l'avant pour la relance de cette partie de territoire. OK. Fait que la conclusion, Madame la ministre, c'est qu'il n'y a aucun critère, aucune reddition de compte, puis encore moins aucune supervision par rapport de votre ministère comme responsable de la métropole. C'est strictement Investissement Québec et Fonds d'Action qui transigent entre eux. Vous, votre rôle là-dedans, c'est? Je pense qu'on s'est mal compris. J'ai dit que les critères allaient à l'avenir, parce qu'on n'est pas à ce stade de développement. La reddition de compte, il y en aura une quand on aura des critères. Et puis, ma collègue France-Hélène Duranceau est en action par rapport à ce dossier-là de manière soutenue. Elle prend part aux discussions, elle prend part aux travaux en collaboration avec Fonds d'Action, tout comme Investissement Québec. Et les négociations sont en cours et on ne peut pas en divulguer davantage à ce stade-ci parce que des ententes de confidentialité ont été signées. Mais c'est pour vous dire que ça chemine, ça avance et voilà, on aura des nouvelles. Peut-être qu'on va se retrouver à vous poser les mêmes questions l'année prochaine, Madame la ministre. On verra si je serais surprise qu'on pose les mêmes questions l'année prochaine. Oui, parfait. On aura, à mon avis, avancé. Oui, on en sera c'est mon souhait à un autre stade. C'est mon souhait aussi, Madame la ministre. Comptez sur ma volonté pour qu'on soit plus avant dans le dossier. Parfait. Vous avez ma entière collaboration pour que les choses avancent dans l'Est. Juste pour la gouverne de tous, pourquoi la responsabilité pour l'acquisition a été donnée à une entreprise indépendante plutôt que la Ville
de Montréal. Est-ce que ça a été une demande qui a été faite ou c'est parce qu'on a décidé que donner ça à une entreprise qui est indépendante était mieux qualifiée que la Ville de Montréal? Quand vous parlez de l'entreprise indépendante, là, vous faites référence à la Société de mise en valeur ou à Fonds d'Action? Fonds d'Action. Fonds d'Action, oui. OK. Parce qu'eux, ils avaient déjà l'expertise. Ils ont l'habitude de mener ce genre de travaux. Donc, Fonds d'Action avait notre confiance et puis sont experts dans le domaine. Donc, c'est ça pourquoi on s'est alliés à cette organisation-là. Alors, la Ville n'avait pas les compétences dans cette matière. Fait que, qui a décidé de donner ça à Fonds d'Action au lieu de la Ville? Là, je comprends que la Ville n'avait pas cette compétence-là, très bien. Mais qui a décidé? Qui a pris la décision? C'est le Conseil des ministres. C'est le Conseil des ministres. Au moment où ça a été adopté, il y a de ça 1 an et demi, à peu près. Fait que le Conseil des ministres a décidé que la Ville n'avait pas les compétences nécessaires dans la matière, puis ont décidé de donner ça à une tierce partie. La Ville a un 100 millions de décontamination. Ça, c'est d'autres choses, Ça, c'est autre chose. Oui. Et pour les terrains de l'Est, on a fait affaire avec des experts en la matière d'acquisition puis de décontamination de terrain. Donc, on a travaillé avec Fonds d'Action. Voilà. Donc, la Ville a encore une partie quand même significative des fonds qui lui ont été accordés. Donc, la Ville a encore un rôle à jouer pour la gestion du premier 100 millions, qui a été long à débourser. Et voilà, pour le second 100 millions, bien, on a procédé avec une autre façon de faire. Parfait. Alors, c'est le Conseil des ministres qui l'a décidé. Je veux juste savoir, est-ce que ça serait possible à ce moment-là, vu que vous êtes encore dans le processus d'établir les critères, la façon que ça va fonctionner, de déposer sur une période, je vous laisse le soin de dire par une période de 6 mois, annuellement, des avancements des travaux ou des résultats, de savoir comment que ce 100 millions-là est dispersé? Ça, les négociations sont en cours, donc c'est difficile pour moi de vous parler de ce qu'il adviendra pour la suite, parce qu'il faut qu'on conclue ces négociations. Une fois qu'on aura conclu la négociation, oui. Là, on aura le portrait complet oui. de la situation, puis on va définir notre voie d'action pour la suite. Mais pour l'instant, les efforts sont mis sur les analyses puis la négociation. Il y aura une gouvernance également qui va être mise en place. Vous prévoyez, les négociations sont en cours, très bien, mais est-ce que vous prévoyez un échéancier que vous pouvez peut-être nous donner? De quand les négociations vont se terminer? Écoutez, le plus rapidement possible. Je sais que ça court depuis un certain temps. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la deuxième moitié des négociations. On n'est pas au début du processus, on est avancé dans le processus. Et mon souhait, c'est que ça se conclue le plus rapidement possible, bien sûr, mais voilà, on n'est pas en contrôle des deux côtés de la table. OK. Alors, ça va être un dossier, Madame la ministre. Je vous dis qu'on va suivre de très près parce que c'est quand même beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui est supposé aller dans l'Est de Montréal et je sais que vous avez une grande sensibilité pour l'Est de Montréal, comme nous et comme les élus de l'Est. Mais quand même, vous comprenez un petit peu ma préoccupation parce que c'est quand même 2 ans, 2 ans plus tard où on est encore en négociation, où ce qu'on dit que dans le fond, on est encore dans la première étape du processus, je vais dire ça comme ça, 2 ans plus tard. Alors, vous comprenez que on a hâte d'avoir des projets. Alors, ose espérer qu'on va être capable de quand même avoir une certaine traçabilité de ces projets-là une fois qu'ils sont faits. Je comprends qu'on ne peut pas les dévoiler tout de suite parce qu'on est en négociation. On comprend ça très bien. Mais j'espère quand même qu'on pourra faire une reddition de compte qui va être assez simple de savoir si vraiment cet argent-là a été investi dans l'Est de Montréal. Mais j'aimerais ça qu'on se rappelle toutes les avancées qu'on a là, maintenant dans l'Est de Montréal. On est le premier gouvernement qui a priorisé l'Est de Montréal. Avant ça, ce n'était pas une priorité, hein? Rappelons-nous-le. On a adopté la déclaration sur l'Est de Montréal. Ça a créé des jalons. Ça a créé des efforts collectifs, écoutez, je pense concertation que, Madame d'action. la ministre, chacun de notre côté, on peut faire un bilan qui est quand même assez intéressant pour l'Est de Montréal. Je pense que les deux, on le connaît extrêmement bien. Mais vu que le temps file, je vous ai dit que je vous amènerais dans le sud-ouest. Je pense que c'est un quartier que vous connaissez quand même aussi assez bien.
Je vais vous dire qu'il y a des gens qui nous écoutent, alors, concernant ce dossier-là, qui est extrêmement important pour une région qui est quand même enclavée. Puis je le fais, je vais le dire avec toute transparence, c'est mon collègue, le député de Marquette, qui est le député de ce quartier-là, qui m'a demandé de vous poser certaines questions concernant ce dossier-là. Alors, ça vient de lui et ça me fait un grand plaisir de vous parler de ce secteur-là. Alors, vous connaissez, une bonne partie du sud-ouest de Montréal n'a pas accès à un bon service de transport commun. Pourtant, la population de la Chine va augmenter de 50 dans les 20 prochaines années. Ça, c'est environ 20 000 personnes de plus qui vont vouloir avoir accès à un transport en commun. Et il faut donc déjà prévoir à mettre en place un vrai service de transport structurant pour bien desservir le secteur et les relier au centre-ville. Le ministre des Infrastructures a dit que, lors de mes études de crédit avec lui, il a clairement dit que lui, il attribuait les fonds, mais que chaque ministre priorisait les projets. Alors, une fois que je vous dis ça, on doit convenir que le projet structurant de transport collectif entre la Chine et le centre-ville de Montréal, qui est connu sous le nom Grand Sud-Ouest, a été retiré du PQI. Alors, le projet a totalement été abandonné. Alors, avez-vous été mis au courant de le fait que ce projet-là a été retiré? Et est-ce qu'on peut comprendre que finalement, ce n'est plus dans vos priorités? Écoutez, on est dans un contexte budgétaire aussi qui a ses contraintes. On a voulu faire un exercice de priorisation. Donc, dans le contexte actuel, certes, le projet n'ira pas de l'avant à courte échéance, mais il pourra être réinscrit là, au plan québécois des infrastructures quand les disponibilités budgétaires le permettront. Donc, à ce stade-ci, on a voulu prioriser un certain nombre de projets. Ce projet-là ne faisait pas partie des priorités les plus marquées. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller de l'avant. C'est juste qu'à courte échéance, on veut accélérer là, des projets de transport collectif qui sont en route. Le projet, au moment qui a été retiré du PQI, ça, c'était malgré l'accord qui a été fait, qu'il y avait 800 millions qui a été réservés par le gouvernement et la Ville de Montréal. Alors, vous dites, bien, ce n'était pas dans les priorités des priorités. OK, très bien, on a compris que le projet a sauté. Vous dites, ça pourrait revenir dans le PQI. On sait que le PQI est établi quand même sur un horizon de 10 ans. Hein? Quand vous dites ça pourrait revenir, puis on sait le contexte budgétaire présentement du gouvernement, on gratte des fonds de tiroir un peu partout. Fait que des chances que ça revienne dans vos priorités, Madame la ministre, sur, mettons, 1 à 10, 10 en étant très, très peu probable, 1, oui. Vous vous situez où là-dedans, dans vos priorités? Pardon, j'ai manqué votre dernière phrase. Désolée. Est-ce que vous allez prioriser ce projet-là avant les élections? Est-ce que vous voyez une fenêtre où ce projet-là pourrait revenir dans le PQI d'ici les élections, ou est-ce que ça va être une promesse que vous allez faire pour la prochaine campagne? Écoutez, c'est le cadre budgétaire qui va guider notre action, bien davantage que l'élection. C'est un dossier que je compte discuter avec la mairesse concernée. Mais à partir de ce moment-là, donc, on va voir si on va de l'avant avec une réintégration de ce projet au PQI, mais pour l'instant, il n'a pas fait partie des plus grandes priorités qu'on a voulu cibler. Alors, je pense que mon collègue de Marquette qui nous écoute présentement a compris que il y a des fortes chances que ce projet-là ne verra jamais le jour et surtout pas d'ici les élections. L'administration Plante, la Ville de Montréal, s'est engagée à céder 800 millions au projet du tramway à Québec en échange de
la réalisation du tramway du Grand Sud-Ouest. Excusez-moi, il y a peu de temps, fait que je ne voulais pas vous poser une question pour vous revenir Parfait. Bon, après. ben, je vais revenir, oui. Pas de problème. Merci. Alors, Excuse-moi, mon Dieu, le temps. Merci. Nous allons maintenant du côté du député de Saint-Jérôme pour 1 minute et 5 secondes. Ça va vite. Bonjour à tous. La communauté métropolitaine de Montréal, c'est dans le fond 14 MRC, agglomération 82 municipalités. Et puis, il y a le fonds Signature Métropole qui donne du soutien aux festivals et événements d'envergure. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la proportion qui est donnée en dehors de l'île de Montréal? Aucun, parce que c'est pas sa récolte. Alors, il n'y a aucun projet qui est soutenu financièrement en dehors de l'île de Montréal parce que ça ne cadre pas avec les critères. Du volet 2, qui est soutien aux nouvelles initiatives. Du volet. Le volet 1, les festivals. Du volet 1. Le volet 2, c'est strictement à Montréal, sur l'agglo de Montréal. Donc, quand on dit être sur le territoire de la communauté métropolitaine, dans le volet 1, Est-ce que je peux inviter Madame Oui. à prendre le relais? Consentement. Consentement, Madame, présenté par votre nom et titre. Dans le cours sous-ministre adjointe aux affaires municipales. Donc, le volet 1, c'est toute la communauté métropolitaine. Donc, on reçoit tous les projets, mais il faut que ça réponde à un cadre normatif qui est transparent dans québec.ca. Le volet 2, dont vous parlez, c'est vraiment pour l'île de Montréal seulement. moi, je parle du volet 1. Le volet La 1, proportion. Merci. Alors, il n'y a pas de discussion. Je suis déjà 10 secondes au-dessus. Alors, j'essaie de Merci, respecter Monsieur le pour Président. tout le monde. Nous allons maintenant retourner un tour du côté de l'opposition officielle pour 17 minutes 50. OK. Bon, bien, parfait. Alors, je vais juste... ma dernière question pour le projet du Sud-Ouest, Madame la ministre. Je disais que Mme Plante s'était engagée à céder 800 millions au projet du tramway à Québec en échange de la réalisation du tramway du Grand Sud-Ouest. La mairesse a dit ça fait mal parce que ce projet-là a été dûment négocié. De bon cœur. En échange de ce prêt-là, on nous avait promis, nous avait promis que le projet de tramway vers la Chine allait se faire. Donc aujourd'hui, je trouve ça difficile et au-delà de moi, les citoyens de Montréal sont préoccupés. Alors, je veux savoir, Madame la ministre, vous avez dit que c'est le Conseil des ministres qui a tiré la plug, mais qu'est-ce qui va arriver avec le 800 000 cédés par la Ville de Montréal? Le 100 millions, 800 millions, oui. Alors, oui, alors j'aimerais rappeler en fait que ça, c'est un dossier qui va relever du MIC, donc de ma collègue au transport. Vous savez, la MIC est une nouvelle instance que l'on met sur pied. D'ailleurs, bon, le premier dossier dont ils vont s'occuper concerne l'Est de Montréal, mais ce à quoi vous référez va relever également du MIC. Fait que le 800 millions qui est déjà investi, qu'est-ce qui va arriver avec ce 800 millions-là? Est-ce que c'est déjà investi dans un autre projet, Madame la ministre? C'est un projet qui va être pris en charge par le MIC. Donc, moi, je n'ai pas les budgets de cette instance-là. C'est ma collègue au transport qui vraiment est en charge pour superviser ces enjeux. OK, mais est-ce que vous, comme ministre de la Métropole, vu que c'est quand même 800 millions qui étaient dédiés à Montréal, c'est sûr que c'était pour un projet en particulier. On parle d'un projet dans le Sud-Ouest qui est quand même pas banal parce que ça liait le monde qui sont quand même enclavés au centre-ville de Montréal. Là, cet argent-là ne sera plus investi pour ces fins-là. Mais est-ce que vous, en tant que ministre de la Métropole, vous allez vous assurer que ces 800 millions-là restent dans la métropole? Alors, pour le 800 millions, il faut voir avec ma collègue là, au transport. C'est sûr qu'il y a une élection qui s'en vient à Montréal, donc on va s'asseoir avec la nouvelle administration une fois l'élection passée pour voir en temps et lieu quels sont les projets prioritaires. Bien, moi, je demande un engagement de votre part, Madame la ministre, comme ministre responsable de la métropole, de vous assurer que ces 800 millions-là, qui étaient quand même dédiés à un projet pour la métropole, restent dans la métropole. Peu importe les élections qui vont avoir lieu, vous avez raison, il va probablement avoir des nouvelles priorités par rapport à le gouvernement qui va être élu au niveau municipal. Vous, comme ministre de la métropole, parce que nous, on est un peu tannés qu'il y a l'argent qui est supposé venir, qui est dû pour Montréal, mais finalement,
parce qu'on gratte des fonds partout, on tire de la plug sur des projets, puis l'argent va ailleurs. Alors, ça, c'est 800 millions qui étaient dédiés pour un projet spécifique. Très bien, le Conseil des ministres a tiré la plug. Il y a deux volets à ma question. Un, est-ce que vous pouvez nous donner la garantie que ces 800 millions-là vont demeurer pour des projets de la métropole et s'assurer que cet argent-là ne soit pas investi ailleurs? Oui, M. le Président. Alors, je rappelle que c'est sous l'aile donc de la ministre des Transports que cette décision-là revient. Puis je rappelle qu'on a investi comme aucun gouvernement dans l'augmentation des transports collectifs avec une hausse de 25 %. Donc, des projets dans la métropole, il y en a eu énormément, beaucoup plus que ce que les gouvernements antérieurs avaient déployé comme type d'investissement. Alors, on poursuit dans cette voie. Ce 800 millions est probablement déjà dépensé ailleurs. Et si ce n'est pas le cas, c'est sûr que vous ne pouvez pas nous donner la garantie que ces sommes-là vont rester pour la métropole. Très bien. Vous dites qu'il y a beaucoup d'investissements sur la métropole. On ne le voit pas dans les écoles, en tout cas, parce que juste pour faire du pouce sur mon collègue de Rosemont, suite à sa dernière question par rapport à les écoles, il y a un besoin client. Je vais vous dire qu'il y a quand même 10 projets de construction d'écoles qui ont été gelés sur le territoire de Montréal. Je peux vous donner des exemples précis par rapport à qu'est-ce que ça veut dire dans certains secteurs qui sont hautement densifiés, sans parler de le secteur du Triangle, là, qui se trouve dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges et NDG, où les élèves, pour aller à l'école le plus près, doit traverser des boulevards. Dans certains cas, c'est 5 ou 6 boulevards. Est-ce que vous étiez au courant, est-ce que vous étiez mis au courant que ces 10 écoles-là ont été gelées sur l'île de Montréal? Écoutez, en matière d'infrastructure scolaire, je pense que quand même on a un investissement dans ce secteur-là qui détonne par rapport à ce qui prévalait auparavant. Le budget des infrastructures scolaires, d'une part, a connu une croissance importante, inégalée, dans les 6 dernières années. Je ne sais pas si vous étiez au fait de ça, mais la dernière école secondaire construite au Québec, elle datait de 2009. La dernière école secondaire construite au Québec datait de 2009 jusqu'à ce qu'on arrive au pouvoir. 2009. Donc, depuis 2018, il y a 16 écoles qui ont vu le jour. Alors, c'est le jour et la nuit. On a vraiment changé de cap. On s'est investi d'une manière très importante dans la construction d'écoles. C'est un parc d'infrastructures qui avait été mis de côté complètement. Alors, au total, ce sont près d'une centaine d'écoles qui ont été mises en service depuis 2018 et plus de 200 agrandissements d'écoles. Alors, je pense qu'on peut être fiers de notre bilan à ce jour parce que ce n'est pas terminé, ça se poursuit. Notre engagement est ferme et on continue à persévérer dans cette voie-là. Il y avait un retard immense à rattraper. Les besoins sont grands, mais je pense qu'il y a eu des gouvernements antérieurs qui n'ont pas été à la hauteur du défi et qui ont tout simplement relayé le dossier au suivant. Merci. Merci, Madame la ministre. Écoutez, je pourrais aussi vous faire le bilan de ce qui a été conçu, mais je pense qu'on n'est pas là pour ça. Moi, je vous parle de les 10 écoles qui ont été mises sur la glace encore dans la métropole, où on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de besoin, hein, évidemment. Le ministre de l'Éducation ne cesse de se péter les bretelles pour dire qu'on n'a jamais vu ça, la construction puis la rénovation des écoles. Pourtant, dans mon comté, j'étais assez fortunée et d'être capable de rénover et d'agrandir, je dirais, la majorité de mes écoles. J'en ai 17 dans mon comté uniquement. 2 écoles secondaires, puis 15 primaires. Puis j'en ai pas un qui n'a pas été rénové ou grandi. Puis je vais vous dire que j'ai l'école secondaire la plus... où ce que j'ai les plus d'élèves sur l'île de Montréal, là, qui est la plus grosse classe d'accueil qui s'appelle l'école Saint-Ex. Une fois que je vous dis ça, je reviens à votre rôle comme ministre de la Métropole. Il y a quand même eu 10 écoles, construction d'écoles, je parle de nouvelles écoles, qui étaient planifiées, qui étaient supposées se faire. Je ne peux pas trop m'avancer pour dire que si l'ensemble des écoles ont été annoncées, mais ça a été planifié. Il était dans
il était dans les plans et devis et tout. Et ces écoles-là ont été gelées. Juste les 10 sur la métropole. Alors, moi, je veux juste savoir, est-ce que vous étiez mis au courant? Est-ce que vous étiez consulté? Sur quels critères que le ministre de l'Éducation s'est basé pour annuler les 10? Parce que c'est correct, peut-être, selon les besoins, d'avoir dit, bien, 10 sur l'île de Montréal, c'est quand même beaucoup, en sachant très bien que la majorité des gens, la population est en croissance et dans certains secteurs, c'est même, on parle d'à peu près 20 000 à 30 000 de personnes de plus par année qui s'installent sur le territoire de Montréal. Alors, je veux savoir sur quels critères que le ministre s'est basé pour annuler les 10, pour geler les 10. Là, sont gelés, fait qu'on peut dire peut-être ça pourrait revenir comme priorité. Alors, vous, c'est quoi votre rôle là-dedans? Est-ce que vous mettez la pression? Est-ce que vous êtes au courant des 10 écoles qui ont été gelées? Puis, est-ce que vous mettez la pression selon certains critères qui sont extrêmement importants, dont moins d'en débloquer quelques-uns? Monsieur le Président, donc pour ce qui est de débloquer des projets dans le domaine des écoles, je pense que les statistiques que j'ai mentionnées tout à l'heure en sont le reflet. Le budget du PQI là, sur 10 ans pour construire, rénover puis agrandir nos écoles, il est passé de 9 milliards en 2018 à 23,5 milliards. Alors, c'est une hausse colossale, considérable, qui est le reflet de notre priorisation du secteur de l'éducation. Un budget qui passe de 9 à 23,5 milliards aujourd'hui, c'est costaud. Donc, c'est une augmentation, en fait, de 160 %. Donc, on a ouvert plus de 100 nouvelles écoles, puis on a réalisé plus de 200 agrandissements. Alors, mon collègue à l'Éducation, c'est sûr qu'il est à la tête, donc, de ces démarches de priorisation en fonction des crédits disponibles. La priorisation est faite par l'administratif selon des critères élaborés par le ministère de l'Éducation. Et mon collègue s'est engagé à les déposer à la commission qui a procédé à l'étude des crédits dans le domaine scolaire. Donc, c'est un travail colossal qui a été réalisé. On continue à s'investir, mais il faut voir qu'il y a un contexte aussi particulier. Il y a eu un rehaussement démographique important. On sait que l'immigration y a contribué pour beaucoup. Je suis bien au fait de cette dimension-là. Ayant été à l'immigration pendant près de 2 ans. Donc, c'est sûr que ça a créé une pression importante sur les besoins en matière scolaire. Et il faut mettre les bouchées doubles, mais on n'est pas en mesure d'être, au même rythme que l'évolution démographique. Ça a été considérable. Bien d'accord avec vous, Madame la ministre, qu'il y a une pression énorme avec l'augmentation de la démographie et surtout dans certains secteurs, sur l'île de Montréal, mais surtout dans certains secteurs de l'île de Montréal. Tout à fait d'accord avec vous. Vous dites que le ministre de l'Éducation s'est engagé de déposer les critères par rapport à comment il a fait la sélection de ces écoles-là. Est-ce que vous l'avez, ces critères-là? Parce que j'imagine, pour être capable de justifier qu'il met sa glace 10 écoles sur le territoire de la métropole, vous étiez consulté? Vous l'avez, ces critères-là? Ou vous avez juste fait confiance à votre collègue et vous n'avez rien dit dans ce dossier-là? En fait, c'est le ministère de l'Éducation. C'est le ministère de l'Éducation qui analyse les besoins en fonction des crédits disponibles. Donc, c'est pas un exercice politique, là. C'est un travail de priorisation qui Madame est fait la ministre, c'est pas ça que j'ai dit. par l'administratif. J'ai dit, vous, comme ministre de la Métropole, vous voyez quand même qu'il y a 10 écoles qui ont été mises à la glace. Vous posez aucune question. Bien, moi, je vois qu'il y a énormément de projets d'écoles aussi qui ont été de l'avant. Alors, c'est important de Alors, combien de se d'écoles rappeler. vous avez sur l'île de Montréal qui ont été soit construites ou rénovées, Madame la ministre? Est-ce qu'on a la répartition? Ça, c'est pour l'île à Montréal. Alors, pour ce qui est des écoles donc, qui ont été livrées à Montréal, il y en a 9 qui sont en construction. Il y a 39 agrandissements qui sont en cours. Il y a également 12 acquisitions et réaménagements des meubles convertis en écoles qui ont été faits. Donc, c'est des chiffres colossaux quand on voit que jusqu'à... En fait, si on remonte dans le temps, de 2009 à 2018, il n'y avait pas eu d'école. Juste pour ma gouverne, Madame la ministre, les projets que vous venez de mentionner, là, 9 en construction,
39. Ça, c'est depuis quand? C'est... Est-ce qu'on a le chiffre à partir de quand? 2018. Depuis 2018. OK. Fait que ça veut dire que les 9 qui sont en construction, c'est vraiment sur votre gouvernement. Oui. 9 en construction. 39 agrandissements, puis 12 acquisitions. C'est ça, Au vous niveau dites? des acquisitions, c'est 12. 12 acquisitions ou réaménagement d'immeubles qui sont appelés à être convertis en école. OK. Parfait. Merci. On va retourner dans l'Est, pas tout à fait Est-Est, mais dans l'Est de Montréal. Je vais vous parler du dossier de Souligny, l'Assomption sud Souligny. La conjoncture économique actuelle et l'état des infrastructures entraînent une réévaluation des priorités. Alors, on a le ministère de Transport qui a exprimé par courriel la disparition du projet qui, lui aussi, était dans PQI 2535. Et je vous rappelle que Québec j'imagine que ça aurait dû être souligné comme une priorité pour que le projet soit inscrit dans le PQI. Le secteur qui est d'abord, Madame, je ne peux pas dire son nom, la ministre du Transport, excusez, elle, là, la balle se lance entre les deux, le ministère de Transport et la Ville de Montréal, mais la ministre du Transport a répondu, bien, ça, c'est un secteur qui est d'abord la responsabilité de la Ville de Montréal. Elle n'a aucune responsabilité dans ce projet-là. À la grande surprise de la Ville de Montréal, eux, ils apprennent que ce projet-là a été retiré du PQI. Savez-vous comment, Madame la ministre? Par un article dans le journal, dans l'entremise de l'Est Média, qui est un journal qui est dédié pour les gens de l'Est de Montréal. Il n'y avait pas de question que la Ville... bon, évidemment, la Ville avait investi l'argent, puis là, eux, ils se disent, bien, écoutez, c'est une chose de nous créer des attentes, de nous dire, parce qu'il y avait quand même un gros travail qui se faisait pour ce projet-là. Et au jour le lendemain, heureusement que les gens lisent, font leur revue de presse, ils ont appris que, bon, on a tiré la plug sur le projet. Aucun avis, aucune communication de la part du ministère envers les gens de la Ville de Montréal. Avez-vous été mis au courant que ce projet-là a été retiré du PQI? Alors, il faut voir qu'il y a un travail qui a été fait avec la Ville de Montréal. Il y a plusieurs versions du projet qui ont été présentées à la Ville de Montréal et il n'y a pas une de ces versions-là qui a fait l'objet d'un consensus. Donc, on ne veut pas aller de l'avant avec un projet qui ne rallie pas le soutien de la Ville de Montréal. C'est important que la Ville de Montréal soit à l'aise, d'accord avec l'orientation, la teneur que prendra ce projet-là. On n'y est pas. Donc, on va continuer à échanger avec la Ville pour voir à ce que ça puisse rallier le soutien de la Ville. Puis, au niveau des citoyens également, je pense que la question de l'acceptabilité sociale est importante. Elle l'est en tout cas pour nous. Donc, on va faire en sorte de poursuivre les discussions, mais pour l'instant, ce projet-là ne se réalisera pas à courte échéance, mais c'est sûr que c'est un projet qui demeure d'importance là, parce qu'il va permettre une plus grande fluidité des marchandises en lien avec le port de Montréal. Juste quelques secondes, Madame la ministre. 30 secondes. Juste être clair, là, la ministre du Transport dit que c'est à cause d'une conjoncture économique qu'on retire le projet. La Ville de Montréal écrit au ministère le 2 avril, c'est tout récent, en leur demandant de revenir sur la décision parce que ça pourrait mettre en péril l'abandon du projet là, que vous avez retiré du PQI, fait en sorte qu'on pourrait perdre la subvention du fédéral qui était à l'auteur de 46 millions de dollars pour ce projet-là. Vous en dites quoi? Il n'y a plus de temps, malheureusement. Alors, peut-être que vous rirez pas ultérieurement. Nous allons maintenant du côté ministériel avec un temps de 7 minutes. Alors, je laisse la députée de Anjou Deneriel. Voilà. Louis Riel. Louis Riel, excusez-moi.
Merci, Monsieur le Président. Merci à vous pour la semaine de crédit. Alors, salutations aux collègues de la banquette gouvernementale également. Salutations aux collègues des oppositions. À vous également, Madame la ministre, salutations et toute l'équipe qui vous accompagne aujourd'hui du secrétariat à la région métropolitaine. Alors, merci pour votre travail. J'aimerais qu'on revienne dans l'Est de Montréal. J'espère que ça fera plaisir à nos collègues de parler, entre autres, de la déclaration qui avait été signée en décembre 2018 entre le gouvernement et la Ville de Montréal. Vous vous en souviendrez, Madame la ministre, c'était pour revitaliser l'Est de Montréal. Alors, à ce moment-là, le gouvernement disait que l'Est de Montréal était une priorité gouvernementale et un engagement avait été pris pour entreprendre un chantier de revitalisation du territoire qui était finalement axé sur 3 plans. Donc, on parlait en premier lieu de la mobilité, on parlait également du développement économique et finalement de l'amélioration des milieux de vie. Alors, la déclaration était le début finalement d'un plan ambitieux qui impliquait la conciliation des intérêts de plusieurs acteurs. Également, la prise en compte de multiples considérations. Je pense que la séance des crédits d'aujourd'hui nous a démontré la complexité du territoire montréalais. Maintenant, depuis la déclaration, de nombreux efforts de concertation ont été consacrés à la relance de l'Est de Montréal, tant par les citoyens qu'aussi les groupes de la société civile, que par les acteurs du milieu économique et de la zone industriello-portuaire. D'ailleurs, ce soir, comme vous le savez, Madame la ministre, c'est le gala Estime dans l'Est de Montréal. Nombreux de ses partenaires seront là ce soir et on verra qui seront les gagnants de toutes les démarches qui sont effectuées dans l'Est de Montréal. Bien sûr, il y a eu de nombreux projets qui ont été mis en place entre 2018 et 2022, notamment la confirmation du prolongement de la ligne bleue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un projet qui va changer la face de l'île de Montréal et un projet qui est attendu aussi de la part des citoyens, c'est le moins qu'on puisse dire, un projet que notre gouvernement est fier de soutenir. Également, bien, on a eu la chance de parler un peu des écoles. Donc, ma collègue est bien au courant des inaugurations. L'école Irénée-Lucier dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, l'école secondaire d'Anjou, l'école secondaire dans Montréal-Nord. Donc, il y a eu des belles annonces. Bien sûr, l'anneau technique du stade olympique, on était tous présents pour cette belle annonce avec votre collègue, la ministre Caroline Proulx. Il y a eu d'autres dossiers, je dirais, de nature développement social. On pense, entre autres, à la maison alternative dans Rivière-des-Prairies, l'aire ouverte dans Montréal-Nord, les budgets qui ont été accordés aussi au centre d'injection supervisé. On pense à des organismes forts comme l'Anonyme, qui continue son bon travail sur le terrain. Il y a aussi des avancées au niveau environnemental. Projet qui est en construction présentement, le parc éponge du parc Pierre-Bédard, donc c'est pas très loin de chez la collègue de Saint-Léonard. Je ne sais pas si vous entendez les pépines pas loin de chez vous. Moi, je peux vous dire que je les entends tous les jours. Donc, c'est en cours, c'est en cours. Évidemment, dans le budget 23-24, vous savez, Madame la ministre, que le gouvernement a annoncé la création d'une mesure toute particulière, donc une aide financière de 23 millions sur 3 ans pour contribuer à cette revitalisation de l'Est de Montréal qui est bien entamée. Donc, on parlait d'une enveloppe répartie, 3 millions pour la période 23-24, 10 millions pour la période 24-25 et un dernier 10 millions qui est en cours pour la période 25-26. Alors, c'est une initiative ambitieuse qui est administrée par le secrétariat à la région métropolitaine. Je souligne le travail de notre sous-ministre adjoint Manon Lecourt et l'équipe qui est assise derrière elle. Alors, une équipe qui travaille très fort pour justement réaliser ces projets. Donc, on travaille de manière solide, de manière efficace, de manière pertinente pour répondre aux besoins de l'Est de Montréal et qu'il y a des avancées. Donc, je pense qu'on est fiers de cette mesure de 23 millions et on est d'autant plus fiers qu'elle est dans l'Est de Montréal. Comme vous le savez, Madame la ministre, la mesure vise à financer des projets qui contribueront à améliorer l'attractivité et la vitalité du secteur. Vous avez vu, comme moi, les chiffres qui sont annoncés par la Ville de Montréal. On parle de 100 000 nouvelles unités pour l'Est de Montréal dans les prochaines années. La Chambre de commerce également a produit ses propres études. On parle de plus de 100 000 emplois dans l'Est de Montréal. Donc, je pense que le territoire est appelé à se développer encore plus dans les prochaines années, d'où l'importance des questions qu'on pose aujourd'hui
sur tous les dossiers concernés, que ce soit le transport, que ce soit l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les écoles. Donc, la mesure de l'Est, elle va améliorer justement les milieux de vie. On se souviendra que c'est le 3e axe de la déclaration de décembre 2018. Donc, cet axe pour améliorer le milieu de vie, bien, la mesure de l'Est travaille exactement là. Elle est complémentaire aux grands projets de transport collectif, complémentaire aux efforts de requalification des secteurs industriels. Notre collègue aussi a fait mention des projets de décontamination. Donc, cette mesure, elle agit comme levier pour attirer des investissements de la part des entreprises, des travailleurs, des familles, tout en favorisant une meilleure qualité de vie pour les citoyens. Alors, je pense que c'est un fonds territorial ciblé. C'est une première au Québec. C'est une première de la part d'un gouvernement et on est très chanceux de l'avoir dans l'Est de Montréal. C'est un signal fort, c'est un signal symbolique de la part du gouvernement. Pardon, Monsieur le Président? 1 minute. Merci beaucoup. Alors, bref, c'est une réponse, Madame la ministre, à de véritables besoins dans l'Est de Montréal. On parle de différents projets, des projets d'infrastructure, des équipements à la fois communautaires, à la fois culturels. On parle aussi de places publiques, on parle de parcs, on parle d'artères commerciales. Et comme vous le savez, nos 2 collègues sont certainement au courant. Jusqu'à maintenant, il y a 9 projets qui ont été annoncés pour une somme de 15,3 millions. Alors, tout récemment, il y a eu le projet des franciscains, donc la requalification. Notre collègue de Rosemont est bien au fait de ce dossier. Et on attend bien sûr avec grand enthousiasme des projets dans le secteur de Saint-Léonard, donc c'est à venir. Alors, cette mesure, elle est très, très pertinente, Madame la ministre. Ma question pour vous, dans un prochain budget provincial, est-ce que ce type de mesure territoriale pourrait être remis? Il n'y a plus de temps. Alors, malheureusement, il n'y a plus de temps. Ce qui me fait à nos échanges au niveau des crédits de métropole, crédits budgétaires, portefeuille affaires municipales et habitation. Alors, j'ai deux mises à voix à faire. Le programme numéro 5, étudier promotion et développement de la région métropolitaine, est-il adopté? Adopté sur division. Et finalement, l'ensemble des crédits budgétaires du portefeuille affaires municipales et habitation pour l'exercice financier 2025-2026, est-il adopté? Adopté sur division. En terminant, je dépose aussi les réponses et demandes des renseignements des oppositions. Et compte tenu de l'heure, la commission a accompli son mandat, ajourne ses travaux s'inédits. Merci beaucoup. Bon dîner.